Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de podcast. Je suis Oumoul Khairi Keita, la présentatrice de l'émission Cerveau Connecté. Cerveau Connecté met en avant l'intelligence collective et la collaboration entre le leadership et la technologie. Aujourd'hui, nous côtoyerons le monde du leadership. Le leadership, un terme que nous entendons presque tous les jours et que peut-être nous vivons sans le savoir, regroupe plusieurs aspects, tels que la motivation, l'échec, la confiance en soi, la prise de décision, l'adaptabilité et j'en passe. D'où notre thème d'aujourd'hui, la gestion de l'échec quand tout semble perdu, la motivation et l'entourage. Aujourd'hui, c'est un honneur et un immense plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Mohamedou Lamine Mbodj. Il est le manager Espace Sénégal Service de Thiès, un homme très engagé, très accessible et très à l'écoute, mais également un vrai leader. Monsieur Mbodj, bonjour. Bonjour à vous, Madame Keita. Vous allez bien? Ça va bien, merci à vous. Bien. Vous êtes prêt à débattre? Parfaitement, comme un bon serrère, toujours. D'accord, merci Monsieur Mbodj. Alors, comme je l'ai tantôt dit, aujourd'hui nous parlerons de la gestion de l'échec, de motivation, mais également d'entourage. Vous, en tant que manager de Sénégal Service, vous aviez fait un parcours avant d'en arriver là. Vous aviez également vécu des expériences en tant que leader. Alors, comment définiriez-vous l'échec? Permettez-moi aux abords de ces propos, avant de répondre à votre question, de revenir sur deux points. Bien sûr. D'abord, le point par rapport au parcours. Je dirais que je m'appelle Mohamedou Lamine Mbodj. Je suis né un certain 22 novembre 1989, donc j'aurai 35 ans pour bientôt. Je suis un jeune des quartiers populaires des HLM à Dakar, avec un père qui a travaillé dans l'administration comme commissaire de police et une maman qui a été ménagère pratiquement toute sa vie. À part un moment où elle a été un peu, quand elle a divorcé, où elle a été un peu dans l'exportation de produits halieutiques. D'accord. Au-delà de ça, j'ai gravité un peu partout dans les écoles de Dakar, de l'école Lyon à Yala Sorène où j'ai eu mon bac, en passant un peu par le collège Sacré-Cœur, par le collège Cathédrale, par le CMA Ahmadou Traoré et tout. Donc voilà ce qu'il y avait peut-être à dire en termes de parcours scolaire. En professionnellement parlant, j'ai gravité autour de deux points. D'abord l'administration publique, d'abord le privé dans mon premier temps, où j'ai été à LTP Énergie Sénégal. J'étais en charge juste au sortir de l'université Charles de Dakar, de tout ce qui était analyse financière et gestion de projet, comme chef de projet. À la suite de quoi, j'ai été au ministère de l'économie numérique et des télécoms, en qualité de responsable chargé de suivi et évaluation. Et aujourd'hui, je suis dans le managérial, comme manager de l'espace Sénégal Service de Thiès. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons au sein de l'espace Sénégal Service de Thiès? L'espace Sénégal Service de Thiès est un espace dédié pour les jeunes, qui fait deux choses. La première des choses est le fait de dématérialiser tout ce qui est processus administratif. D'accord. Et la seconde chose qui, pour moi, est la plus importante, est le fait de regrouper ce qu'on appelle le pôle emploi. Le pôle emploi, vous entendez par pôle emploi le regroupement de l'ANPEJ, le regroupement de l'ADER, la délégation à l'emploi rapide, le regroupement du 3FPT, de la fonction publique. Le regroupement de ces quatre entités n'a pour nul autre but que de conseiller les jeunes, de les financer, de les aider à trouver le premier emploi, mais aussi d'être là en termes de conseils et tout ce qui s'ensuit. Donc, je suis en charge de chapeauter tout ça pour le grand bénéfice de la jeunesse thiessoise. Bien sûr. Maintenant, pour répondre à votre question, à savoir l'échec pour moi c'est quoi? Durant le cursus que je viens de décliner, je dirais qu'à 13 ans, on m'a responsabilisé chez moi. Mes parents étant divorcés, à 13 ans, j'avais mes propres clés pour sortir de la maison et rentrer quand je voulais. Cela ne m'a pas permis de me dévoyer, cela ne m'a pas permis d'être une autre personne, mais cela m'a permis à chaque fois que je tombais, à chaque fois que je subissais un échec, que ce soit le fait de vouloir quelque chose et de ne pas l'avoir, que ce soit le fait de quitter le premier de la classe quand on était à l'école Lyon, d'atterrir au collège Cathédrale et d'être le 17e de la classe. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va quitter le premier de la classe pour être 17e de la classe. Bien sûr. Parce que peut-être à l'école Lyon, le niveau n'était pas trop ça, mais qu'au collège Cathédrale à l'époque, le niveau était très bon. Donc, fallait se relever. Bien sûr. Fallait travailler, fallait cravacher pour encore être dans le top 3 de la classe. L'échec, ça m'a
appris peut-être le fait de vouloir sans pouvoir avoir. Ça m'a peut-être forgé à m'éduquer, à m'auto-éduquer, à me forger une personnalité, à devenir la personne que je suis. Donc pour moi, l'échec, c'est une viatique. Pour moi, l'échec, c'est une façon d'apprendre. Pour moi, l'échec, c'est un canevas. Pour moi, l'échec, c'est une source d'inspiration. Et surtout, l'échec, c'est un rappel. Échouer dans la vie, c'est avoir comme marqué pratiquement toutes les leçons qu'on a eues dans la peau. C'est avoir la mémoire dans la peau, en quelque sorte, pour ne pas, pour se rappeler tout le temps ce qu'on a vécu de néfaste, ce qu'on a commis comme erreur, ce qu'on a commis ce qu'on a connu comme échec, pour ne jamais oublier, de sorte à rectifier notre tir, de sorte à rectifier les trajectoires, de sorte à devenir meilleur, de sorte à produire la meilleure version de soi. D'ailleurs, si on convoque, on sait, parmi le groupe sociétal qui est aujourd'hui l'un des plus inspirants à travers le monde, car gérant la finance mondiale, à savoir les Juifs, ils ont, eux, dans le Talmud, ce qu'ils appellent le Talmud Chacham, c'est-à-dire le maître sachant. C'est un état d'esprit qui enseigne le fait de tout le temps apprendre, de ne jamais s'arrêter, qu'importe ce qui se passe, pour pouvoir être meilleur, produire la meilleure version de soi. Donc oui, l'échec, pour moi, est une très bonne leçon. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, dans l'ensemble, l'échec n'est pas quelque chose de péjoratif, mais au contraire, il permet d'augmenter notre savoir, de réorienter les recherches dans une autre direction et de sortir de sa zone de confort. Il aurait été péjoratif si c'était un phénomène qui tétanise, je dirais bien. Si c'était un phénomène qui ne permet pas d'avancer, qui empêche d'avancer. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'échec est le meilleur des professeurs qui soit. D'accord. On a beau dire des choses, mais pour moi, le meilleur professeur de la vie, c'est l'échec. Bien sûr. Et du moment où on se renferme pas dans une certaine fatalité, je dirais, du moment où à chaque fois qu'on subit un échec, on se renferme pas dans une certaine fatalité, du moment où on arrive à joindre à cet échec un peu d'intelligence émotionnelle, on pourra tirer le meilleur de cette leçon pour pouvoir avancer et performer. Bien sûr. Alors, merci. Alors, faire face à l'échec est également un signe de détermination et de motivation. Vous, quelle était ou qui était votre motivation durant votre parcours? Je dirais la faim. La faim. La faim, c'était le carburant. D'accord. Je donne un exemple simple. Beaucoup ne savent pas, mais dans ce pays, il y a des gens qui ne vivent pas certaines choses, qui ne connaissent pas les réalités que vous et moi nous connaissons. Bien sûr. J'ai eu mon BFM au Collège Sacré-Cœur. En BFM, déjà à l'époque, à l'école, c'était vers les années 2006, un truc comme ça. Le groupe de jeunes qu'on était, on en avait réussi à dépenser plus de 60 millions à 3 mois de vacances. Vous vous rendez compte? Bien sûr. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait 2 personnes qui sortaient cet argent de chez eux chaque vendredi. Et ayant aussi eu à faire un accident avec une voiture, fallait payer. Et ce qu'on avait payé à l'époque était très coûteux. C'est dans cette même école où on a appris en classe de seconde que des jeunes sont allés voler pratiquement une chaînette en or chez Hussein après, l'ont vendu à coût de 200 millions. Après, ils ont été arrêtés. Donc, tu vois la différence de réalité sociale qu'il y a. D'une part, tu as des gens qui n'ont pas certains soucis. Et d'autre part, toi, tu es dans un quartier populaire où tu vois que beaucoup ont de petits problèmes. Bien sûr. C'est-à-dire les petits problèmes de 10 000 francs ou de 5 000 francs ou de 100 francs que les gens ont dans ton quotidien. Dans ton école, tu vois que c'est les gens que tu fréquentes n'ont pas ce genre de programme. Donc, ce qui va être ton carburant à toi, ce qui va être ta source de motivation première à toi, ça ne sera pas le professeur que tu avais à l'école publique. Celui-là qui se levait le matin et rempli de frustration du système, venait jeter sa colère sur ta personne ou sur les autres élèves. Bien sûr. Non, ce ne sera pas lui. Ta source de motivation aussi, ça ne sera pas ce grand frère du quartier ou ce tonton du quartier que tu vois galérer tout le temps, qui a du mal à joindre les deux bouts, bien loin de là. Certains peuvent penser que tu iras chercher ta source de motivation de l'autre côté, c'est-à-dire parmi les deux.
l'autre couche sociale que tu fréquentes. Bien évidemment. Peut-être oui, peut-être pas. Je raconte toujours aussi une anecdote. J'ai été au collège cathédrale en classe de 9e. 9e, c'est l'équivalent de CE2. Un ami casse ma montre. Je dis, tu me payes. C'est une petite montre qui valait 500 francs à l'époque. Il me dit, combien ça vaut? Je dis 10 000. Je croyais que c'était de l'argent. J'étais en CE2. Je rappelle. On part voir son père. Et quand on est venu voir le vieux, rien que le fait de se mettre devant lui, tu te rends compte que ce vieux-là, il est différent des vieux de ton quartier que tu as l'habitude de fréquenter. C'était la première fois que je voyais autant de liasses de 10 000 francs de ma vie. J'étais encore très jeune. Quand tu lui as donné de l'argent et qu'il m'a payé, je lui dis, ton père, il fait quoi? Il me dit, mon père, c'est un homme d'affaires. J'ai posé la question, c'est quoi un homme d'affaires? Il a essayé de m'expliquer, j'étais encore très jeune, mais ça m'a permis aussi de faire le tour de la classe, de leur poser à tous, que faites vos pères? Certains étaient directeurs de cabinet à la présidence de la République, d'autres faisaient autre chose. Donc juste pour dire aussi que ça n'a pas, ces gens-là ne m'ont pas aussi inspiré, mais ces gens-là ont rendu ma faim beaucoup plus grande. Donc j'ai eu faim. J'ai eu faim parce que j'ai vu autre chose. Je n'ai pas été complexé par ce que j'ai vu, mais ça a été un carburant. Ça m'a donné faim. Ça m'a donné faim de vouloir être à un certain niveau de vie. Ça m'a donné faim de vouloir être quelque part. Donc pour moi, le canevas, ce que j'ai subi, ce que j'ai suivi, et ce que je continue à suivre toujours, c'est une faim. Une faim de réaliser beaucoup de choses. J'ai la faim de vouloir faire beaucoup de choses. J'ai faim quant au fait de vouloir être quelque part. J'ai faim quant au fait de vouloir être quelqu'un. Bien sûr. Merci. Alors, si j'ai bien compris, la motivation peut être personnelle. Nous pouvons être notre propre source de motivation, notre vécu également et notre entourage. Alors, quel est l'impact de votre entourage dans votre carrière de manager actuellement? Je dirais que quand même qu'il y a un impact parce qu'aussi, toute rencontre humaine est une interaction. Soit ça enrichit, soit ça appauvrit. Même la rencontre là que nous faisons aujourd'hui, soit ça va nous enrichir, soit ça va nous appauvrir. Donc il arrive que pour les gens qui savent analyser, pour les gens qui savent utiliser l'intelligence émotionnelle, de prendre le meilleur de l'autre. Je dis tantôt que s'arrêter était la façon la plus néfaste d'arrêter de vivre et de ne plus avancer. Être dans les certitudes, c'est pas une bonne chose. Moi, je suis une personne qui se remet énormément en question. Et chaque fin d'année, j'en profite pour faire le bilan de ma personne, pour voir ce qui n'a pas été et ce qui a été. Et dans ce parcours de manager, j'ai rencontré des gens qui m'ont fortement inspiré. Mon ancienne boss au ministère de l'économie numérique, cette bonne dame m'a fait voir le management par la douceur comme une chose extraordinaire. Par des temps où les hommes sont tout le temps rebelles, pour moi c'est une bonne chose d'adopter cela. Pour moi c'est une bonne chose d'être dans le management par la douceur pour pouvoir atteindre objectivement des résultats positifs. Le contraire, c'est-à-dire être dans le dogmatisme parce que c'est une question de choix. Il y a des gens qui sont un peu trop patriarcats, qui sont un peu enfermés dans certaines logiques, qui pensent que être un manager, c'est être dogmatique, c'est donner des ordres et être ferme sur des ordres. Pour moi, cela ne peut créer ou inspirer que de la peur, et quand on crée ou inspire de la peur, on ne tire pas le meilleur de la personne ou de ses collaborateurs. Mais par contre, quand on insuffle un besoin, de l'amour, de la compassion, du respect, là, on tire 10 000 fois plus de ses collaborateurs que lorsqu'on infuse de la peur du mot pour moi. Donc oui, il y a eu des influences. Bien sûr. J'ai pris ce qu'il y avait de meilleur chez certaines personnes que j'ai côtoyées pour toujours dans le but de parfaire ma personne. D'accord. Comme on le sait, l'entourage a une immense influence sur nous, consciente comme inconsciente. Nous sommes influencés par l'opinion de ceux qui nous entourent et parfois, certains nous communiquent leurs peurs, leurs croyances. Bon, là aussi c'est un peu, comment dire, c'est un peu paradoxal souvent parce que, comment dire, si l'influence et si notre entourage influait sur nous,
comme je l'ai précisé tantôt, moi j'ai grandi dans un quartier populaire où c'était pas très facile. Sur un groupe de 20, je pense que nous étions 2 à avoir eu le bac. Ou 3, je sais plus. L'un est parti en France, moi je suis resté. Même s'il m'arrive d'être en France dans un autre et tout travail qui parlait. Enfin, j'ai grandi dans un quartier où à 16 ans, les jeunes, souvent aujourd'hui, se transforment en vendeurs de yamba. C'est triste. J'ai grandi dans un quartier où certains ne sont pas dans les longues études, ou beaucoup ne sont pas dans les longues études. Et je passais matin, midi, soir avec ces gens. Donc, si juste on se calait sur le fait que l'environnement puisse influer sur la personne, je serais peut-être devenu comme eux. Bien sûr. C'est-à-dire, je n'aurais pas cette capacité de faire des choix et tout ce qui s'ensuit. Là, on en rappelle peut-être, on va peut-être rappeler un caractère qui est fondamental chez la personne, c'est-à-dire le besoin de se remettre en question pour pouvoir avancer. C'est-à-dire ne pas se laisser enfermer dans des commodités sociales qui nous emprisonnent dans l'échec. Et c'est ce que font beaucoup de personnes. Tu es dans une zone de confort, dans ton quartier. Tout ce que tu connais, c'est le quartier. Tout ce que tu sais, c'est les gens de ce quartier. Tu penses que ce qu'ils vivent, c'est la norme. Tu penses que ce qu'ils vivent, il n'y a que ça qui est normal. Tu ne pourras pas avancer, mon cher. Donc, et de l'autre côté, il y a ceux qui sont ouverts d'esprit, ceux qui sont un peu souvent dans le doute et qui sont comme moi, et qui profitent de ces situations, qui profitent de ces interactions qu'ils ont avec les autres pour pouvoir tamiser, faire un peu de bench, prendre ce qu'il y a de meilleur et renforcer leur personnalité. D'accord. Donc, je suis le somme de mon parcours, je suis le somme des différentes interactions que j'ai eu à faire avec le monde, je suis le somme des différents échanges que j'ai fait dans le monde, je suis le somme des différentes expériences que j'ai prises. D'accord. Alors, en résumé, l'essentiel, c'est d'avoir la capacité à gérer toutes ces émotions que nous recevons d'eux. Et comme disait Keba Mbaye à son fils, il faut savoir écouter tout le monde et prendre ses décisions seul. Oui, même un ignare, il faut savoir l'écouter. L'essentiel, c'est le besoin de s'adapter. L'essentiel, c'est se remettre en question. L'essentiel, c'est de ne pas s'enfermer dans des certitudes. Il ne faut jamais au plus grand jamais, s'enfermer dans certaines certitudes. Il faut souvent douter, car le doute est le moteur de l'esprit. Et tant qu'on doute, on s'améliore. Bien sûr. Alors, si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner à la jeunesse sénégalaise, que serait-il? Mon dernier mot, peut-être, éviter les certitudes. D'accord. Toute certitude est un frein, et tout coup de frein est une mort certaine. Bien sûr. Diront certainement aussi toujours les juifs. Je suis pas juif, je suis musulman, que ce soit clair, mais juste que il est de bonne loi d'apprendre des meilleurs. Il est de bonne loi d'apprendre ce que font les autres, de l'adapter à sa personne pour pouvoir avancer. Il m'arrive de bouquiner un peu, de lire ce que peut-être Confucius a écrit, Sun Tzu a écrit. Confucius, je pense que c'était 1000 et quelques ans avant Jésus-Christ. Sun Tzu, c'était 420 avant Jésus-Christ. Mais aussi de voir ce que les autres apprennent, les autres couches sociales qui composent le monde, parmi lesquelles il y a les juifs qui quand même inspirent le monde moderne, comme on peut dire. Donc, la somme de tout ça, la somme de toutes ces expériences nous font que nous rendons compte de l'impérative nécessité d'agir en intellectuel et pas en apostat. C'est-à-dire un intellectuel vrai, c'est l'importance que le doute a dans toute chose. Donc, je dirais à cette jeunesse de ne pas être dans les certitudes, d'amener un peu de doute dans tout ce qu'ils font. Bien sûr. Pas un doute paralysant. Je me veux clair. C'est-à-dire, je ne parle pas d'un doute qui te tétanise, qui t'empêche d'avancer. Non. Je parle du doute dans cette capacité de raisonnement, de dire le pourquoi, le comment, et là, de faire des choix par rapport à sa personne et à son environnement. D'accord, merci. Alors, comme disait Socrate, la chute n'est pas un échec. L'échec est de rester là où on est tombé. En définitive, si l'on n'apprend pas à échouer, on ne peut pas apprendre à réussir. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce débat. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Monsieur Mbodj, quel est votre mot de la fin? D'abord, vous remercier. Vous êtes
vous avez été très gentil de venir me voir. Mais vous également. Remercier peut-être mon ami Thierno que je fêtais tout le temps. C'est un peu la raison pour laquelle je le fêtais tout le temps. En bon serrère. Et surtout confier à cette jeunesse que ce pays est tout ce que nous avons. D'accord. Nous n'avons pas autre chose que ce pays. Il m'est arrivé, je pense, durant les 3 dernières années, à faire pas moins de 8 à 10 pays, si je ne m'abuse. Mais qu'importe où je suis, qu'importe le niveau, l'endroit, les gens que je fréquente, que ce soit un milliardaire ou un pauvre, pour moi, ce qui demeure et reste, c'est ma sénégalité. Et ma sénégalité n'a pas besoin de trouver de faux compromis pour exister. Non, bien loin de là. Magnifique partout où je vais. D'accord. Alors, merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé votre parcours avec nous, tout en espérant que vous vous êtes fait entendre par la jeunesse sénégalaise, car vous êtes un exemple à suivre. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours sur un autre thème d'actualité avec un autre invité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de liker la vidéo. Merci.